Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un leçon concernant la prématurité et le temps de croissance intra-utérin et surtout les facteurs de risque et la prévention. Donc on va commencer en parlant de la prématurité. Parler de la définition de la prématurité, c'est la durée que les femmes donnent l'enfant avant 37 semaines d'aménorrhée ou à partir de 22 semaines d'aménorrhée d'un enfant de poids au moins ou égal à 500 grammes. Et la deuxième partie, c'est la épidémiologie de la prématurité. On observe que l'accouchement prématuré, c'est la principale cause avec le retard de croissance intra-utérin pour la mobilité et la mortalité périnatale chez les femmes. Et aussi, 60% de mortalité néonatale profitent des enfants nés avant 30 semaines d'aménorrhée. Moitié de ces cas neurologiques sont observés chez les nouveau-nés avant 32 semaines d'aménorrhée. Et pour les femmes, 5,5% pour les grossesses uniques, car 19% des accouchements prématurés sont issus de grossesses gémellaires. Ça veut dire que la pourcentage de la femme qui donne l'enfant unique peut atteindre 5,5%. Par contre, chez les femmes qui ont grossesse gémellaire, ils peuvent atteindre la pourcentage 19. Donc, le taux mortel de l'enfant chez la femme gémellaire ont le plus que le pourcentage chez les femmes qui donnent l'enfant unique. Grâce à l'étude, environ 10% des accouchements prématurés surviennent avant 28 semaines d'aménorrhée et l'appelle extrême prématurité. Et pour les 10% qui naissent à 28 à 31 semaines d'aménorrhée, ils appellent prématurité sévère. Et pour la 80% qui naissent à 32 à 36 semaines d'aménorrhée, ils appellent prématurité modérée. Donc, généralement, il existe deux types de prématurité, comme prématurité spontanée et induite. Pour la prématurité spontanée, c'est la survenance spontanément sans intervention médicale. Et pour la prématurité induite, c'est l'accouchement qui est provoqué par un déclenchement ou une césarienne. Actuellement, les causes de prématurité induite sont principalement la prééclampsie, les pathologies hypertensives au cours de la grossesse, hématome rétroplacentaire et les pathologies maternelles qui nécessitent l'accouchement de l'enfant, comme insuffisance respiratoire, cardiopathie de pensée, etc. Et pour cette partie qui parle de la physiopathologie, on observe que l'accouchement prématuré plutôt sont causés par l'inflammation ou infection amyocardale qui concerne liquide amniotique et chorion, aussi la distension utérine et la béance cervico-isthmique. Et la principale signe qui marque l'accouchement prématuré, c'est l'hémorragie qui est provoquée par des découlements placentaires marginaux, sont aussi souvent associés à des contractions utérines et des modifications cervicales et peuvent être responsables de prématurité. Pour les facteurs de risque de prématurité liés à l'environnement utérin, ils sont comme numéro 1, c'est le facteur de risque. C'est l'infection amyocardiale. Et plusieurs hypothèses physiopathologiques peuvent expliquer
une infection amyocardale, telle qu'une sanction à partir de la flore vaginale, la dissémination hématogène et un passage placentaire, exemple de la listerio. C'est une bactérie gram-positive qui atteint plus de la l'enfant et elle est transmise par les végétations mauvaises hygiène. D'autres, parce que le passage rétrograde, c'est l'infection parvient comme une appendicite. La dernière, c'est la contamination iatrogène, loin d'une amniosynthèse, par exemple. Et pour le point malformation utérine, grâce à l'étude, il montre que l'excès de risque serait lié aux malformations utérines. C'est le cas à une béance associée fréquente. Les cas classiques sont utérus hypoplasiques, unicorps, bicônes ou cloisonnés, comme on voit sur l'image. Il y a cloisonnés, idéphales et bicônes, qui provoquent la malformation pour la fœtus et aussi pour le développement sur l'utérus, dans l'utérus de la femme. Pour la numéro 2 qui nomme les facteurs de risque de prématurité liés à l'environnement utérin, c'est la B11 cervico-isthmique. C'est la incompétence cervico-isthmique. C'est la classiquement qui est définie par un trouble mécanique fonctionnel du col se caractérise par une fausse couche tardive au deuxième trimestre en absence de contraction utérine ressentie par la patiente. Et pour le numéro 3, c'est la conisation. C'est l'antécédent de conisation comme chirurgie visant à risquer une partie du corps de l'utérus et augmenter le risque d'accouchement prématuré. Pour le deuxième facteur de risque, c'est la facteur de risque de prématurité intrinsèque à la grossesse, comme la grossesse multiple. Les explications avancées sont surtout la distinction utérine et une rupture prématurée des membranes plus fréquente que dans les grossesses uniques. Et le deuxième facteur, c'est la hydramnios. L'hydramnios, c'est un type de maladie qui peut être le témoin d'une pathologie fœtale sous-jacente, comme d'avoir anémie fœtale par l'immunisation reçue ou infection à parvovirus B19, malformation fœtale ou pathologie placentaire. Par ailleurs, l'hydramnios idiopathique reste un diagnostic d'élimination. Pour les autres facteurs, c'est la placenta prévia. Placenta prévia qui peut montrer la principale signe par émission les signes qui s'appellent en termes médicaux, c'est la métrorragie. Le premier ou deuxième trimestre non associé à placenta prévia augmente aussi, mais de façon moins importante, le risque d'accouchement prématuré. Et le dernier facteur de risque, c'est la pathologie vasculaire gravidique. Ces maladies qui sont responsables de 25 à 30% de la prématurité globale et essentiellement de prématurité induite. Ce parti il parle de la prévention de la prématurité. Donc on va conseiller les femmes anciennes de prévoir de limiter le travail pénible avec des positions debout prolongées plus de 6 heures ou le travail de nuit. Et ensuite, c'est l'alimentation équilibrée. Ça veut dire que les femmes enceintes doivent manger équilibré comme végétal ou viande équilibration et ne pas manger les liquides ancrés comme foie ou fromage beaucoup parce qu'ils peuvent affecter le fœtus et aussi donner les mauvaises conséquences. Et le troisième point, c'est la tenter de diminuer le stress maternel parce que les femmes enceintes ont beaucoup de stress. Il peut provoquer les femmes enceintes dépression, par exemple. Et ensuite, correction de l'anomalies utérines. Par exemple, les femmes enceintes ont l'utérus cloisonné
Donc, il peut corriger l'anomalie immédiatement devant l'accouchement. Et la dernière porte, c'est l'arrêt du papa et c'est vrai en cas d'alcoolisme. Les femmes anciennes peuvent remplacer le tabac qui utilise la nicotine en cigarette électronique qui utilise moins de substances toxiques que les tabacs en général. Et donc, c'est la dernière, c'est la dernière page pour la prématurée. Donc, on va continuer d'apprendre la partie qui concerne le retard de croissance intra-utérin. La retard de croissance intra-utérin, c'est un nouveau-né. Ça veut dire qu'un nouveau-né est dit petit pour l'âge gestationnel ou PAG si son poids de naissance est inférieur au 10 centile. Et le retard de croissance intra-utérin correspond à un petit pour l'âge gestationnel associé à des éléments en faveur d'une croissance pathologique comme le cassier de la coupe de caisson, de croissance et le retard croissant intra-utérin. Il peut diviser en deux types. Précoce, c'est appelé au deuxième trimestre, ou tardif au troisième trimestre. Pour modérer, si poids de naissance est compris entre les 3 et 10 centimes. La sévérité de la retard croissant intra-utérin si le poids de naissance est inférieur au 3 centile. Pour le retard croissant intra-utérin fort, ça veut dire que si les deux parents sont petits, ces enfants actuellement sont petits aussi. Donc c'est la retard croissant intra-utérin fort. Mais si la retard croissant intra-utérin faible, le docteur doit diagnostiquer d'autres maladies comme morphotard utéro-encéphalopathie néonatale, anomalie de développement psychomoteur par exemple. Pour prise en charge ou pour faire la dépistage de retard croissant intra-utérin, on peut faire l'échographie pour montrer la spécifique du jour de la terme ou de date de grossesse avec une précision de plus ou moins 4 jours. Et on doit aussi mesurer de la hauteur utérin entre 32 semaines. La hauteur utérin normale en centimètres est égale au nombre de semaines moins 4. Et après 32 semaines, la hauteur utérin augmente de 1 cm toutes les 2 semaines. Par exemple, si on porte la grossesse à 32 semaines améliorée, le résultat pour ces hauteur utérin, c'est la 28 cm. Et si la femme porte grossesse à 36 semaines améliorée, et la hauteur utérine c'est 30 cm. Et ensuite, le docteur doit faire la dépistage, faire l'échographie portable pour évaluer la croissance portable par la mesure de 3 paramètres comme le diamètre bipariétal, le périmètre abdominal, la longueur du premier. Et pour une autre utérin fait au nombre de peut-on répondre à une erreur de terme, un oligomyo isolé ou associé à un retard croissant intra-utérin. Enfant petit pour l'âge gestationnel, faux positif de l'échographie. C'est certaines causes et facteurs de risque de retard croissant intra-utérin. Première cause, c'est la pathologie fœtale. Par exemple, les fœtales ont anomalie chromosomique, trisomie 3 ou 18, etc. Ou ils ont syndrome malformatif, infection fœtale, surtout cytomégalovirus. Et la deuxième cause, c'est la pathologie vasculaire, comme ils ont association à une prééclampsie, association oligoamnios, association à une pathologie maternelle chronique, le play utérin normal par rapport à la vélocité diastolique. Si la vélocité systolique plus de 40%. Donc il montre l'anomalie de la grossesse.
ou retard croissant intra-utérine. Pour les autres causes et facteurs de risque de retard croissant intra-utérine, c'est l'âge maternel qui moins de 20 ans ou plus de 35 ans, c'est la faible niveau socio-économique, c'est la malformation utérine, c'est la malnutrition faible prise de poids pendant la grossesse, et dernier point, c'est la hémangiome placentaire. Donc, ce pas, il parle de l'évaluation du bien-être portal devant un état croissant intra-utérine. Donc, on doit faire le Doppler obligatoire à la placenta en cas de l'état croissant intra-utérine. Tant que le diastole obligatoire est normal, le risque de complications à court terme est faible. Et pour le Doppler du canal de Rong-Twist, rythme cardiaque fatal, mesure de la variabilité à court terme, ces trois choses sont aussi importantes pour évaluer le bien-être du foetal devant l'état croissant de l'urine. Et pour la prévention de l'état croissant de l'urine, on doit éduquer les femmes pour arrêter le repas. Et chez les femmes avec attention cardiaque chronique, ils ont indication pour utiliser IEC et diurétique comme le médicament. Et pour la pression chez les femmes qui prééclampsie, on peut réserver pour le volume systolique 160 mm de mercure, si le volume diastolique 110 mm de mercure. Et pour le syndrome de antiphospholipide, on peut prescrire l'héparine et des barres pour molécules et de l'aspirine à faible dose, 160 mg par jour. Et c'est la prescription dès le début de la grossesse. Si chez la femme on l'antécédent de la croissance urine, on peut traiter par prescrire l'aspirine à faible dose, 100 à 160 mg devant l'antécédent de prééclampsie avant 34 semaines et ou de retard croissant urine moins de 5 centimes. Donc c'est la fini pour mon présentation. Merci pour votre attention. Et si vous aimez regarder mon vidéo, vous devez cliquer le mot subscribe. Merci.